BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Cédric. Pour marchégagnant.com, qu'est-ce qui vous a inspiré cette semaine? Eh bien écoutez, cette semaine était chargée d'un point de vue événement avec les BFM Awards lundi pour mettre en avant cette France qui a tout pour réussir. Et depuis 2 jours se tiennent à Lyon la 10e édition des Journées de l'économie. Alors j'avoue, n'ayant eu le temps d'aller ni à l'un ni à l'autre, j'ai décidé de réfléchir. Nos amis financiers, qu'ils soient banquiers, assureurs ou régulateurs, sont-ils des winners capables de nous faire aller de l'avant? Évidemment, tout ça à travers le prisme de l'épargne. Bref, mériterait-il un prix? Bon, on commence par faire un joli panorama. Comment se porte l'épargne en France aujourd'hui? Eh bien, écoutez, au second semestre, le taux d'épargne des Français s'est établi à 14,4%. C'est certes moins que les 16% qui avaient été touchés en pleine crise financière en 2009. Mais toutefois, ce taux redresse petit à petit la tête. Il était de 14% sur l'année 2016 et de 14,1% au premier trimestre. Et puis, autre constat, le patrimoine financier des ménages progresse. La barre fatidique des 5 000 milliards est désormais à portée de main. Le patrimoine financier a progressé de 74 milliards entre le deuxième et le premier trimestre de l'année 2017, sous l'effet naturellement des placements qui ont été réalisés, mais également sous l'effet de la valorisation des placements d'antan. Bon. On a posé le décor. J'imagine que vous avez des statuettes qui vous brûlent les doigts. À qui voulez-vous les décerner? Alors, avant de voir, le jury devait noter différents acteurs. Alors, j'ai décidé que noter les grands acteurs qui influent l'épargne en France, bref, les assureurs, les banquiers, puisque l'on va appeler les autorités, c'est-à-dire la Banque de France, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mais également l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gratin, quoi. Bon, on commence par qui? Eh bien, on va commencer par François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et à ce titre président de la CPR. Notre homme a fait une longue tirade sur l'épargne lors de son intervention lors de la 9e conférence internationale de l'assurance à Paris. C'était fin octobre. Autrement dit, il y a de cela 15 jours. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le gouverneur? Eh bien, il est d'abord revenu sur les dispositions de la loi Sapin permettant le blocage de l'assurance. Alors, je le cite, il nous dit « Je veux ajouter quelques mots sur la mauvaise polémique qui avait entouré la loi Sapin 2 et qui nous semble heureusement aujourd'hui derrière nous. Que n'avions-nous pas entendu sur la mesure donnant la possibilité au Conseil de stabilité financière de limiter en cas de crise les retraits d'assurance vie et qui était, selon certains, un frein à la libre disposition de l'épargne des Français. Ces allégations ont peut-être nui temporairement à l'assurance vie. Vous, professionnels, auriez donc toujours intérêt à rappeler contre certains excès populistes la vérité que vous connaissez. Ces pouvoirs n'ont vocation à être utilisés que dans des circonstances graves et exceptionnelles pour protéger au mieux les droits des assurés. Là encore, notre souci est de préserver la stabilité. Bon, là, c'est le gouverneur dans le texte. Hein. Exactement. Et moi, quand j'ai entendu ça, je ne cache pas, il y a 3 mots qui m'ont gravement chatouillé les oreilles. Bon, vu que la déclaration fait pas loin de dealing, vous n'allez pas me demander 3 mots parmi... Non, et puis en plus, aujourd'hui, on joue pas. Les 3 mots qui m'ont choqué, c'est certains excès populistes. Ainsi, les gens qui sont montés au créneau à l'époque seraient donc tombés dans des excès populistes. Alors, faisant partie du lot, je me permets de réagir. Non, ce n'était pas faire preuve de populisme à l'époque que de dénoncer la mesure, non pas en tant que telle, mais l'amateurisme, puisqu'il s'agit d'utiliser des mots en isme, de nos dirigeants dans sa présentation. Vu le bruit fait par la mesure à l'époque, de 2 choses l'une. Soit nos dirigeants avaient sous-estimé le poids de cette mesure pour les épargnants, ce qui démontrerait qu'ils sont déconnectés de la réalité, soit ils ont voulu faire passer le texte discrètement, ce qui n'est guère plus positif. Bon, on est d'accord, mention faite, mais ça c'est le passé. Le gouverneur, il n'a pas dit que ça, il a notamment aussi parlé du financement des fonds propres à augmenter. Je pourrais applaudir, reste à la question des moyens, comment y parvenir. Et voyez-vous, le gouverneur a décidé de nous ressortir de derrière les fagots les contrats euro-croissance. Selon lui, le développement des unités de compte n'est pas suffisant, il faut donc encourager l'euro-croissance. Ces fameux contrats où l'on refile le risque de taux au client en lui faisant miroiter une garantie à terme. L'euro-croissance, le petit cousin de l'euro diversifié qui avait été lancé en 2007. Nous devrions d'ailleurs inviter le gouverneur pour fêter le 10e anniversaire de l'échec monumental de ce machin-là.
Je vais vous faire une Je confidence. connais un pro du patrimoine qui dit l'euro-croissance c'est le produit du siècle, mais de la deuxième moitié du siècle. Oui, exactement. Je ne vous cache pas la chose suivante. Quand on est dans une France qui gagne, on accepte l'échec et on en tire les leçons pour repartir sur de nouveaux projets. Quand on ne cesse d'essayer de colmater les brèches et de mettre des rustines, on est dans la France qui stagne, on est dans la France qui perd. Bon, les assureurs dans tout ça. Bien malheureusement, ils sont dans la même France que le gouverneur. Les professionnels ont donc eux aussi des solutions pour relancer l'euro-croissance. Et notamment une, et Cédric, je vous le donne en mille, devinez laquelle? Le transfert des plus-values latentes. Vous étiez élevé contre ce... Exactement, que j'aviez qualifié de vol de plus-value. Bingo, vous avez donc raison. Bernard Spitz, le président de la Fédération française de l'assurance, veut proroger les possibilités de transfert des plus-values latentes des contrats euros vers les contrats euro-croissance. Alors, pour mémoire, là encore, rappelons les choses. La dernière fois que ce texte avait été mis en place, ça avait été fait au journal officiel un 14 juillet. Pardon, mais on va encore parler de populisme. Mais c'est bizarre. On sort des amendements pour bloquer les contrats d'assurance vie en pleine nuit. On autorise le vol des plus-values des épargnants un 14 juillet. Faut pas dormir si on est épargnant et que l'on veut être respecté? Bon, très vite, parce que tout le monde ne l'a peut-être plus en tête, comment ça marche ce transfert de plus-value? Vous avez un contrat d'assurance vie. Sur votre relevé, on vous marque la valeur de votre contrat. Mais en face, dans les comptes de l'assureur, il a des actifs et principalement des obligations. Et comme les taux baissent depuis quasiment 30 ans, il a des plus-values latentes. L'idée, c'est de pouvoir transférer ces plus-values latentes du fonds en euros vers les contrats euro-croissance pour booster la performance. Bref, je vais vous le dire simplement, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et cette pratique, elle est d'autant plus inacceptable qu'à l'origine, lors de la création de l'euro-croissance, le législateur avait clairement souhaité avoir deux actifs séparés. Le message, il était le suivant. On vous connaît, vous les assureurs. On ne veut pas vous permettre de faire des tours de passe-passe entre les différents contrats. Donc, on fait deux caisses séparées, histoire d'éviter les mouvements de l'une vers l'autre. Et avec ce transfert, on dit quoi? Bah, tu veux plus d'argent dans cette caisse? Eh ben Raoul, te gêne pas. Vas-y, prends dans l'autre. Avis aux gouverneurs et aux assureurs, pour faire bouger les comportements et favoriser la prise de risque, il faut certes de la stabilité. Mais il y a plus important encore, il faut de la confiance. Et là, pardon de le dire, mais sur les exemples précédents, c'est quand même la loose complète. Donc, Banque de France, assureurs, tout ça, c'est fait. Il nous reste les banquiers, il nous reste l'AMF. Là, ça va mieux? Bon, qui je voulais juger, j'ai pas eu le sentiment de les voir dans la bataille sur la CSG historique, sur le PEA et l'épargne salariale. Vous pouvez d'ailleurs toujours signer la pétition sur le marché gagnant parce qu'il faut encore se battre. En revanche, c'est marrant, parce que sur l'assurance emprunteur, ils sont en train de perdre leur gâteau, etc., puisque la loi a changé. Mais ils font une question prioritaire de constitutionnalité pour essayer de changer les textes. Je vous laisse répondre donc à la question. Les banquiers œuvrent-ils plus sur l'intérêt général ou plus principalement sur leur intérêt particulier? Et puis pour l'AMF, un mot. L'AMF qui lance une consultation publique sur les ICO, Initial Offering. Ça, c'est tout ce qui se tourne autour des crypto-monnaies. Moi, je ne vous cache pas, je trouve ça bizarre parce que ça donne le sentiment qu'on veut réguler un truc, on ne sait même pas ce que c'est. Moi, ce machin-là, je ne comprends pas, donc je ne touche pas. Bon, un mot de conclusion? Oui, d'habitude, j'ai plutôt tendance à taper et puis j'essaie d'avoir une petite lueur d'espoir. Alors l'espoir, il est lui aussi dans mon... Ce sera la caresse de Jean-François Philippe. Exactement, mais l'espoir est dans mon agenda des événements de la semaine. Rendez-vous compte, cette semaine, depuis le 6 et jusqu'au 13, se déroule la semaine de la finance solidaire. Ouais, on en a parlé. Eh bien, voyez-vous, quand on constate que la finance est auto-centrée, qu'elle a tendance à déraper, franchement, il est bon de revenir sur le terrain, dans la vraie vie. C'est le concept même de l'épargne solidaire. Je dis donc aux épargnants, pourquoi donc ne pas s'y intéresser? Jean-François Filiatre, on vous retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions des auditeurs pour nous écrire notre site internet bfmbusiness.com.